Bienvenue dans le monde incroyable des effets sonores. Je vous ai concocté quelques surprises. Et je vous promets, votre cerveau ne va pas en croire ses oreilles. Installez-vous confortablement. Mettez un casque ou des écouteurs. Prêt? Allez, c'est parti! Du grand spectacle pour commencer, avec du son en 3D. Fermez les yeux, allongez-vous et détendez-vous. Vous allez être transporté loin, très loin. Allez, allez, dépêchez-vous de vous sécher et enfilez-moi ce casque et ce maillot. Il y a du monde qui vous attend. Everyone in place? Let's go. Alors, ça fait quoi d'être un champion de football américain? Bluffant, non? Tous ces vivas à votre entrée sur la pelouse, les chocs avec les joueurs adverses, et cet essai d'anthologie derrière l'embut, l'espace d'un instant, c'était vous, le dieu du stade, acclamé par une foule en délire. Ces moments extraordinaires dans la vie d'un joueur, vous avez pu les vivre comme si vous étiez en chair et en os dans le Memorial Coliseum de Los Angeles. Enfin, presque. En réalité, c'est un mannequin qui a joué ce rôle à votre place. Et pas dans un stade, mais dans un studio d'enregistrement. Pour obtenir cet effet spectaculaire, c'est tout simple. Il suffit de placer 2 micros au niveau des oreilles du mannequin et des spécialistes du bruitage. Lui tourne autour pour recréer l'ambiance sonore correspondant à une jungle ou à un stade. Les oreilles micro captent alors les sons venant de la gauche ou de la droite, exactement comme l'auraient fait vos propres oreilles. Aujourd'hui, des logiciels permettent de remplacer les mannequins, mais le résultat est le même.
En écoutant les sons 3D avec un casque stéréo, votre cerveau se laisse berner et vous avez l'impression d'être au cœur de l'action. Après l'excitation du combat, maintenant on se relaxe. Je vous propose une séance de méditation. Les sons que vous allez entendre vont vous plonger dans un état de paix, de calme et de bonheur. Écoutez! Alors, heureux? Zen? Comment non? Vous êtes sûr? Eh bien, ça ne m'étonne pas vraiment. C'est même tout à fait normal, car ces sons que l'on appelle sons binauraux sont de vrais attrape-gogo. Mais pour comprendre pourquoi, il faut que je vous explique d'abord comment ils sont fabriqués. Un son, c'est une onde, c'est-à-dire une vibration qui se propage dans l'air jusqu'à nos tympans. Ce qui distingue les sons les uns des autres, c'est le rythme de vibration de l'air. On appelle ça la fréquence. Pour créer un son binaural, c'est simple. Il faut que le son qui parvient à l'oreille gauche ait une fréquence légèrement différente de celui perçu par l'oreille droite. Écoutez, voici le son à gauche. Et maintenant, celui entendu à droite. Les deux vibrations sont transmises à notre cerveau. Il les additionne pour former un seul signal. Et voilà ce qu'on obtient. Pour rendre les sons binauraux plus agréables à écouter, on ajoute quelques notes par-dessus. Ainsi, ça se vend mieux. On obtient alors ce que vous avez entendu au début. Rien de bien exceptionnel, finalement, non? Sauf que des petits malins, un peu escrocs sur les bords, leur attribuent les mêmes effets que ceux des drogues. Or, la science n'a jamais rien montré de tel. Si les battements que vous venez d'entendre vous ont vraiment apaisé, c'est simplement parce que vous avez cru ce que je vous ai dit au début. Vous en étiez convaincu, donc vous avez ressenti les effets. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Et ça marche si bien, hélas, que des charlatans, disons le mot, en profitent pour tromper les gens en leur vendant des doses de drogue MP3 sur Internet. Alors, ne vous laissez pas piéger, d'accord ? Maintenant, écoutez cette sirène de police. Voilà ce que vos oreilles perçoivent si vous êtes à bord de la voiture. Changement de point de vue. Vous êtes maintenant un piéton sur un trottoir, regardant passer les policiers. Vous avez perçu la différence, j'en suis sûr. À bord du camion, qu'il soit à l'arrêt ou qu'il roule, le bruit de la sirène est toujours le même. Mais entendu du trottoir, il passe de l'aigu au grave. Et pourtant, c'est toujours le même son. L'explication de ce phénomène est purement physique, c'est l'effet Doppler. Au fur et à mesure que le camion de pompiers avance vers vous, la distance que le son doit parcourir pour atteindre vos tympans est de plus en plus courte. Ce qui fait que les pimpons de la sirène vous arrivent avec une fréquence plus rapide, et le son devient plus aigu. Idem lorsque la voiture vous dépasse et s'éloigne. Les sons mettent de plus en plus de temps pour parvenir jusqu'à vous. Leur fréquence diminue, et c'est pour ça que vous les entendez de plus en plus graves. Après la sirène de police, voici une sirène autrement plus séduisante.
Et ces vocalises, je vous le promets, vont vous mystifier. Tout ce que je vous demande, c'est de l'aider un peu. À chaque fois que son chant s'achève, repassez-le en boucle. Vous allez voir, l'effet est saisissant. Alors, vous jureriez que le son monte à l'infini, n'est-ce pas? Mais c'est impossible. Vous le savez bien, puisqu'il s'agit du même morceau, répété encore et encore. De quoi vous rendre dingue comme ce pauvre Ulysse attaché à son mât? Cette illusion sonore s'appelle la gamme de Shepard. Elle va du grave à l'aigu, comme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. D'où vient l'illusion alors? Eh bien, pour fabriquer cette gamme, j'ai associé à chaque fois deux notes, l'une aiguë et l'autre grave, par exemple. Au début, on entend deux do, séparés par une octave. En clair, ça veut dire qu'ils appartiennent à deux gammes qui se suivent, l'une grave et l'autre plus aiguë. J'ai procédé exactement de la même façon pour ré, mi, fa, etc. Mais il y a une petite astuce. Au fur et à mesure qu'on monte en gamme, je me suis débrouillé pour que les aigus aient un volume de plus en plus faible. Pour les graves, en revanche, j'ai fait en sorte qu'ils soient de plus en plus forts. Résumons. Le do d'entrée de gamme a une partie aiguë forte et une partie grave faible. À l'inverse, à l'autre bout de la gamme, le si aigu a un volume faible et le si grave un volume fort. Résultat, le si de la fin va sembler plus grave que le do de la gamme suivante. Du coup, quand on repasse la gamme de Shepard, on a l'impression qu'elle monte dans les aigus indéfiniment. Magique, n'est-ce pas? Et maintenant, un tube planétaire. L'auteur est un parfait inconnu, mais croyez-moi, vous n'aurez aucun mal à reconnaître la mélodie. Prêt? Bon, c'était au clair de la lune. Vous l'avez tous trouvé. Bravo. Jusque-là, rien d'étonnant. Je vous ai joué la mélodie au piano. Juste avec la main droite. Maintenant, je vous rajoute un accompagnement de la main gauche. Ce sera toujours exactement la même mélodie, les mêmes notes. Simplement, certaines seront légèrement plus graves ou plus aiguës. Par exemple, je vais passer d'un mi à un mi bémol, dont la fréquence est juste un peu plus basse. Ces petits changements vont donner une coloration très particulière au morceau. Il s'agit bien de la même mélodie, et pourtant, il se dégage de l'accompagnement un sentiment de mélancolie, de tristesse. Et celui-ci, qu'en dites-vous? Oui, le malaise est palpable, l'angoisse même. Mais comment peut-on ressentir, me direz-vous, des émotions aussi différentes alors qu'il s'agit de la même mélodie? Eh bien, c'est un mystère. Pour certains chercheurs, certaines gammes produiraient chez l'homme de manière innée des émotions particulières. La joie, l'angoisse, la tristesse. Bref, qu'on soit un Auvergnat, un Papou ou un Maya, on ressentirait tous la même chose à l'écoute des mêmes mélodies. Pour d'autres scientifiques, les émotions produites par les gammes ne seraient que des habitudes musicales. On apprendrait dès notre plus jeune âge à associer certaines musiques à certains sentiments. Il est vrai qu'on a rarement de la fanfare à un enterrement, ou la mélodie du bonheur dans un film d'horreur. Quoi qu'il en soit, le débat pour l'instant n'est pas tranché. Vous jouez de la musique peut-être? Voici un test pour savoir si vous avez l'oreille absolue. Essayez de reconnaître cette note. Alors, vous avez trouvé? Un do, un la, un ré? Pas facile, hein? C'était un fa. Et si vous n'avez pas réussi, rassurez-vous, seule une personne sur 10 000 a la faculté d'identifier ainsi une note, comme s'il la connaissait par cœur. Ils ont l'oreille absolue.
Ces personnes peuvent concentrer toute leur attention auditive et mentale sur une fréquence particulière et l'associer à une note. Une fois la gamme apprise, ils arrivent à retenir cette association aussi bien que la voix de leurs parents, par exemple. Quant à savoir d'où vient ce don, eh bien, personne ne le sait vraiment. Il semblerait que l'oreille absolue ne s'acquiert pas, mais qu'on naisse avec. L'origine de ce don est encore très mystérieuse. Voici maintenant un test un peu plus facile. Il faut que vous identifiez une note en vous aidant d'une autre. Je vais vous rejouer la note Fa du début. C'est bon? Vous l'avez bien dans l'oreille? Essayez maintenant de reconnaître cette note. Alors, cette fois c'était un Si. Vous avez réussi? Bravo! Vous avez l'oreille relative. Contrairement à l'oreille absolue, les personnes qui ont l'oreille relative ne retiennent pas la fréquence d'une note en elle-même, mais peuvent la reconnaître en la comparant avec d'autres. Tout le monde y arrive, mais certains avec plus de facilité, comme les musiciens, par exemple. Pour ceux qui ont trouvé le test encore trop difficile, je vous propose une comparaison plus simple. Je vais rejouer la note Fa du début, puis tout de suite après, celle à identifier. Vous êtes prêts? Vous avez reconnu la note, je parie. Oui, c'était bien un sol. Le test était plus facile parce que les notes choisies étaient côte à côte dans la gamme. Et si vous avez réussi ce dernier test avec brio, c'est parce que tout le monde a une oreille relative. Elle nous sert même beaucoup dans la vie de tous les jours. C'est grâce à elle que l'on arrive à saisir les intonations de la voix. Par exemple, on reconnaît une question, car à la fin de la phrase, le ton monte légèrement. Pratique, non? Vous l'avez compris, les oreilles, c'est une machine extraordinaire à digérer les sons. Un vrai petit trésor. Et si vous ne les protégez pas, voilà ce qui vous guette. Insupportable, ce sifflement. C'est ce qu'on appelle un acouphène. Sachez que certaines personnes peuvent l'entendre plusieurs heures d'affilée, voire même en permanence dans les cas les plus graves. Un vrai calvaire. Et pas grand-chose à faire, parce que ce bruit est le signe que vos oreilles sont endommagées. La faute à qui? À la cochelée. Vous savez, c'est ce petit organe de l'oreille interne en forme de colimaçon. À l'intérieur, il y a des cellules ciliées qui sont chargées de transformer les sons en messages nerveux. Comment? Eh bien, quand les ondes sonores arrivent au tympan, la vibration est transmise par des os minuscules jusqu'à la cochelée. Le liquide à l'intérieur du colimaçon se met à vibrer à son tour et fait battre les cils des cellules. Les problèmes commencent lorsque l'on écoute trop longtemps des sons trop forts, car la pression sur le liquide de la cochelée est telle qu'elle finit par endommager les cellules ciliées. Du coup, il ne capte plus rien. Et le cerveau, qui trouve ça bizarre, essaye d'amplifier tout ce qu'il perçoit pour compenser. On entend alors le bruit de fond créé par l'activité du cerveau. Un peu comme quand on écoute un blanc sur un enregistrement et qu'on monte le volume à fond. On entend un petit sifflement. Dans les oreilles, c'est pareil. Donc, un conseil d'ami. Ne poussez pas trop le volume de vos baladeurs. Ok, je vous casse peut-être les oreilles avec mes conseils, mais franchement, à quoi bon accélérer un processus naturel? De toute façon, vous n'y échapperez pas. Dès l'âge de 18 ans, l'audition commence à se dégrader, et c'est irréversible. La preuve? Écoutez ceci. Ok, maintenant, je vais faire entendre ce son à vos parents. Mettez votre baladeur sur pause et passez-leur les écouteurs. Observez bien leur réaction et demandez-leur ce qu'ils pensent de ce qu'ils viennent d'entendre. Alors, vos parents n'ont rien entendu du tout? C'est normal, car ce son est hyper aigu.
Sa fréquence est supérieure à 8000 Hz. Et elle n'est plus audible par les plus de 25 ans. Il faut savoir qu'avec l'âge, on entend de moins en moins bien les sons aigus. Pourquoi cela? On ne le sait pas. Les chercheurs ont quelques pistes. Ils ont remarqué, par exemple, que la zone qui capte les fréquences aiguës est à la base de la cochelée, et qu'elle est particulièrement fragile sans que l'on sache très bien pourquoi. Des recherches sont en cours. Eh oui, c'est une triste réalité. Les sens s'émoussent avec le temps, et ça, on ne peut rien y faire. Heureusement, on ne s'en rend pas compte, car c'est très progressif. Si votre grand-père pouvait vous prêter ses oreilles, vous seriez stupéfait d'entendre la différence. Mais ce n'est pas possible. Attendez un peu. Je suis en train de vous dire des bêtises. Aujourd'hui, grâce à la magie de l'électronique, on peut tout simuler. Alors, prêt pour une descente aux enfers? Écoutez bien. Voilà un petit extrait musical tel qu'il est perçu à 20 ans. Et maintenant, à 40 ans. Vous avez senti? Les aigus commencent à se faire la malle. C'est encore plus flagrant à 60 ans. Écoutez. Déprimant, vraiment. Et s'il n'y avait que les aigus qu'on captait mal, mais non. En plus, le volume sonore qu'on perçoit nous paraît faible, très faible, comme si l'on avait un casque sur la tête. Tenez, vérifiez avec ces deux extraits à 20 ans, puis à 60 ans. Eh oui, le constat n'est pas rigolo. La vieillesse, c'est une vraie purge pour les oreilles. On commence d'abord par entendre de moins en moins bien les sons très aigus. Et puis, le volume perçu diminue. Mais pourquoi doit-on subir ça? Eh bien, ce sont encore ces fichues cellules ciliées qui en sont la cause. À notre naissance, le nombre de ces cellules est fixe. En vieillissant, on en perd. C'est l'usure normale de la machine auditive. Comme l'on ne dispose pas de pièces de rechange pour la remettre à neuf, le résultat, vous l'avez entendu. Et c'est pour tout le monde pareil. Vous vous dites peut-être à quoi bon faire attention au volume de son baladeur, alors? Mauvais calcul. Vous risquez de vous retrouver avec l'audition d'un sexagénaire de 40 ans. L'horreur! On s'est tous déjà trouvés dans une salle très bruyante, à la cantine, ou dans un café par exemple. Et pourtant, dans un brouhaha épouvantable, on est quand même capable de suivre une conversation pour peu que l'on y prête attention. Essayez de capter ce que dit votre voisine à la table de droite. Quel bruit, nom d'une pipe! Et pourtant, vous vous en êtes rendu compte. Vous avez réussi à focaliser votre attention sur la conversation à la table de droite. Dans une ambiance très très bruyante, le cerveau est capable en effet de distinguer toutes les sources sonores, alors qu'elles nous parviennent simultanément aux oreilles.
Un vrai méli-mélo. Par exemple, dans cet extrait, on peut discerner sans problème le bruit des vers qui s'entrechoquent, de la musique en fond, des rires et des conversations. Notre cerveau arrive à différencier tous ces sons s'ils ont des fréquences fondamentales bien distinctes, des timbres différents, ou s'ils ne sont pas tous dans le même rythme. Du coup, en se focalisant sur la conversation qui nous intéresse, on peut la séparer du reste des bruits pour mieux la suivre. Mais tout ça a une limite. Avec le vieillissement de l'ouïe, il est de plus en plus difficile de faire ce travail d'analyse. Le bruit devient confus. On ne distingue plus vraiment les sons les uns des autres. C'est le syndrome du banquet, l'effet cocktail party. La cause est encore inconnue, mais les chercheurs planchent dessus. Le syndrome du banquet affecte surtout les personnes âgées. Ils ont du mal à entendre tous les mots d'une conversation. Je suis sûr que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Vous posez une question à votre grand-mère ou à votre grand-tante et elle répond à côté. Eh bien, ça s'explique. Elle a essayé de donner du sens à des sons qu'elle avait mal entendus. Parfois, ça marche et parfois non. Mais vous faites pareil. Écoutez cet extrait jusqu'au bout, les yeux fermés, et notez sur un bout de papier ce que vous entendez. Alors, vous avez entendu un mot? Plusieurs, peut-être? Étrange, car ce son n'a pourtant aucune signification. C'est votre cerveau qui vous a joué un tour. Quand il n'arrive pas à associer un sens au son qu'il entend, il essaie d'abord de jouer avec les syllabes comme avec les pièces d'un puzzle. Il les inverse. Il les change de place pour essayer de trouver un mot qu'il connaît et qui correspond à ce qu'il a entendu. Par exemple, quand on vous fait écouter, vous pouvez entendre brouiller, envoyer ou même pas envie. C'est ce que moi j'ai compris en tout cas. En général, c'est le contexte qui aide à trouver la bonne signification. Mais dans le cas de cette illusion, comme il n'y a rien pour vous aider à faire un choix, le cerveau associe au son les mots les plus fréquents ou les plus faciles à prononcer. On les appelle les mots fantômes. Ce phénomène est très utile dans la vie de tous les jours. Comme lorsque vous discutez avec quelqu'un qui parle la bouche pleine. Il articule moins bien, mais vous arrivez à le comprendre quand même. Vous vous en êtes rendu compte dans le café. On peut capter des bruits très faibles, comme une conversation à une table voisine, ou beaucoup plus forts, comme la clameur du serveur passant ses commandes. Mais ce n'est qu'un petit échantillon de ce que nos oreilles sont capables. Pour mesurer l'étendue de leur super pouvoir, voici l'histoire d'une sieste qui finit mal. Tout commençait à merveille, pourtant, un lit douillet dans une chambre calme. Écoutez. C'est à peine si l'on entend quelques craquements. Un vrai bonheur. Tiens, voilà la pluie qui frappe au carreau de la chambre. C'est agréable, ça berce un peu. Mais, oh, c'est pas vrai. Qui a lancé l'imprimante dans la pièce d'à côté? Et l'aspirateur, maintenant? Ils se sont donné le mot, ma parole. Eh oh, vous savez, il y a des gens qui dorment. Bon, j'ai compris. Si même les camions s'y mettent, adieu ma sieste. Un klaxon pareil, ça vous vrille les tympans. Pas étonnant que les embouteillages nous tapent sur le système. Mais revenons à nos moutons. Vous venez de constater que l'oreille humaine peut capter des volumes sonores extrêmement différents.
Les scientifiques, eux, ont mesuré ça avec beaucoup plus de précision. Le plus petit bruit que nos oreilles peuvent percevoir correspond à une pression de 0,02 millième de pascal sur nos tympans. Ça ne vous dit pas grand-chose? Eh bien, pour vous donner un point de comparaison, sachez que votre respiration, quand vous êtes calme et reposé, produit déjà une pression 3 fois plus forte que ces 0,02 millièmes de pascal. C'est dire la finesse de notre acuité auditive. À l'autre bout de l'échelle, c'est la douleur qui impose sa limite au tympan. On commence à avoir mal au-delà de 20 pascal, soit tout de même une pression 1 million de fois plus grande. Ah oui, j'oubliais, 20 pascal, c'est le bruit d'un avion à réaction qui décolle à 300 mètres de vos oreilles. Aïe, 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 ça me fait mal rien que d'y penser. Vous le constatez tous les jours, notre système auditif est capable de s'adapter à des variations de volume sonore spectaculaires et sans aucun problème. En revanche, il ne sait pas écouter 2 sons en même temps. C'est d'ailleurs grâce à cette caractéristique que le format MP3 a été mis au point. Mais avant de vous expliquer comment, écoutez donc ces 2 extraits. Un morceau de musique en qualité CD d'abord, puis le même converti au format MP3. Difficile d'entendre une différence, n'est-ce pas? Et pourtant, un grand nombre de notes ont été supprimées sur le MP3. Pour comprendre ce tour de passe-passe, il faut savoir que tout ce qui est enregistré sur un CD, les mélodies, les timbres de chaque instrument, les applaudissements, est codé sous la forme d'une succession de 0 et de 1. Ces fichiers numériques prennent énormément de place sur un ordinateur. Et pour les rendre moins volumineux, il n'y a pas de secret. Faut enlever des petits bouts, mais pas n'importe lesquels. L'auditeur doit quand même avoir l'impression d'entendre le même morceau. Alors, comment faire? Eh bien, il faut enlever tout ce qu'il n'est pas possible d'écouter simultanément. Par exemple, si 2 guitares jouent chacune un morceau exactement au même volume, on entend soit l'une, soit l'autre, mais jamais les 2 en même temps. Idem si un instrument en masque un autre par son volume sonore. Lors de la conversion au format MP3, on va donc supprimer en priorité ces parties non audibles. Ainsi, on peut réduire la taille des fichiers musicaux sans que nos oreilles s'en rendent compte, ni vu, ni entendu. Maintenant, pour finir en beauté, je vais vous ouvrir les portes d'un studio d'enregistrement et vous révéler l'un de leurs petits secrets. Dites-moi, que pensez-vous de ce morceau de musique ? Pas mal, mais un peu terne, vous ne trouvez pas ? Mais voilà ce que donne le même morceau une fois passé dans la moulinette des ingénieurs du son. Là, au moins, il y a de la brillance, du relief. Merci, l'informatique. Eh oui, tous ces effets sont obtenus grâce à des logiciels spécifiques qui trafiquent le son. Le trafic à un point extraordinaire. C'en est même une bénédiction pour certains chanteurs ou chanteuses. Écoutez donc celle-ci. Quelle casserole! Heureusement, là encore, il y a des logiciels qui permettent de rectifier le tir. Et voilà ce qu'on obtient. One day,
Elle chante juste maintenant. Ce petit miracle est dû à un logiciel de correction. Il détecte les fréquences des notes chantées et les corrige automatiquement pour obtenir la note juste. On comprend mieux maintenant pourquoi certains artistes préfèrent chanter au playback. Suivez mon regard. J'espère que ce voyage sonore vous a plu. Quant à moi, avant de rendre l'antenne, laissez-moi vous offrir un tout dernier cadeau bonus. Une visite dans une maison un peu particulière.